Un jour, à la fin du mois d'avril, quelque chose est soudainement apparu. Un voyageur appelle le centre d'appel d'urgence. On lui demande s'il s'est perdu. Il répond « non ». Alors, on lui demande quel est le problème. Il dit qu'il n'appelle pas à cause d'un problème, mais simplement pour signaler quelque chose qu'il a vu. On lui demande si la situation est dangereuse et s'il a besoin d'aide. Il répond qu'il ne sait pas si c'est dangereux, qu'il ne sait même pas comment l'expliquer. On insiste pour qu'il décrive mieux ce qu'il a vu afin de pouvoir l'aider. Le voyageur finit par dire « Il y a quelque chose qui se brise, il y a beaucoup de fissures ». Elle se demande s'il y a des bâtiments assez grands pour s'effondrer dans le désert. On lui demande alors où se trouve cette fissure. Mais soudain, le ciel lui-même commence à se fissurer. En ville, Ygritte s'adresse à son roi. « Vous ne devriez pas voir la question 24 de cette manière. » Mais Jin rejette cette idée. Il ressent soudain une étrange sensation. Au café Pen, l'envoyé des dirigeants salue Jin. Jin lui demande « Est-ce l'œuvre des dirigeants ou bien de toi ?» Il secoue la tête. « Ce n'est pas nous. Cette manière d'agir est différente de la nôtre. » Il demande alors « Tu as la moindre idée de qui s'approche ?» On apprend alors que ce sont des habitants d'un autre monde. Ils ont mis les pieds dans le leur il y a peu. Chassés par l'armée céleste, ils ont changé d'itinéraire. Jin demande « Pourquoi sont-ils venus sur Terre ?» L'envoyé répond « C'est une race de géants qui se nourrit de la roche trouvée sur les planètes abritant la vie. Dans leur monde, ce sont des êtres maléfiques appelés Titans. La raison de leur venue est donc évidente. Jin comprend, ils ne viennent pas en amis. L'envoyé acquiesce. Jin murmure « Et pourtant, tout cela n'était jamais arrivé avant l'utilisation de la coupe de réincarnation. » L'envoyé ajoute « Le « il y a peu » dont je parlais se réfère au temps perdu. » Jin comprend. « Tu veux dire que ceux qui prenaient ton monde pour cible veulent en maintenant s'en prendre à la Terre ?» L'envoyé acquiesce à nouveau. Jin baisse la tête. « Donc, c'est ma faute. » Gêné, l'envoyé répond « Les dirigeants pensent qu'ils suivent les traces du grand pouvoir que tu possèdes. Mais l'armée céleste est en route. » Jin secoue la tête. « Trop tard. Même s'ils tentèrent de venir par les portails qui relient nos mondes, cela leur prendrait des années. D'ici là, tout sera terminé, pense-t-il. Il lève les yeux, je vais m'en occuper. Dans la région désertique de l'Ouest américain, bien que le gouvernement américain ait bloqué la zone et convoqué tous les experts qu'il pouvait trouver, aucun ne parvient à donner une réponse définitive. Le chercheur affirme qu'il n'est pas sûr, malgré 30 années d'études sur les anomalies météorologiques. Il n'a jamais vu un phénomène pareil. Le capitaine leur dit de ne pas s'inquiéter. Si quelque chose en sort, ses soldats s'en occupera. Soudain, des tanks s'élèvent dans les airs ainsi que des soldats et d'autres véhicules, alors que Jin affirme que ce genre d'armes ne servirait à rien contre eux. Bien la scène est prête, dit-il. Il peut les sentir, les désirs puissants de leurs ennemis qui souhaitent dévorer cette terre. Il sent aussi leur respiration qui se rapproche. Jin-Woo invoque ses dagues et déclare « Venez, vous allez devoir affronter un monarque et surtout un chasseur. » Tout s'effondre à nouveau et le capitaine, déconcerté, se retourne vers la porte en se demandant ce qu'il vient de se passer, tandis que l'armée des Titans descend lentement pour affronter le champion de la Terre. Leur roi s'interroge « Tu penses pouvoir nous arrêter seuls ?» Mais Jin réplique en demandant s'il semble vraiment être seul, alors qu'une aura sombre jaillit de lui et se répand dans toute la caverne, faisant surgir des chevaliers à ses côtés. Des ours de glace, des orques supérieurs, des fourmis géantes, des nagas, des géants, des soldats d'argent et des dragons émergent pour former l'immense armée d'ombre de Sang Jin-Woo. Le titan, du haut de sa stature, observe, tandis que Jin déclare « C'est parti ». À la Maison Blanche, dans le bureau ovale, le président pense à la fissure dans le ciel, d'où ces créatures ont commencé à surgir. Il réfléchit à l'ampleur inédite de cet événement et se demande s'il est acceptable de ne pas en informer le peuple. Mais avant même cela, se demande-t-il, est-il seulement possible de gérer ce qui en est sorti? Il demande à Harrison si ce qu'il dit est vrai, et celui-ci confirme, précisant que la situation est déjà terminée. Tous les détails seront expliqués dans la salle de réunion. Là-bas, en visionnant les images enregistrées par les drones et les robots sur le terrain, Harrison invite tout le monde à regarder la vidéo. La scène choque évidemment tous les présents qui s'interrogent. Qui est cet homme? Un adolescent asiatique? Où sont les soldats? Et que fait un civil au beau milieu de l'incident? Mais Harrison ne répond que par un simple « c'est aussi ce qu'il aimerait savoir ». Chargeant son souffle de feu, Crow tire droit sur les titans, pulvérisant tout sur son passage. Titans et géants échangent des cris de guerre avant de s'affronter, tandis que Jin fonce en avant, foudroyant les titans suivis de ses fourmis. Jin-Woo vole avec élégance à travers les titans et les découpe avec facilité avant de concentrer sa puissance dans ses dagues pour créer des lames gigantesques. Il les lance avec efficacité, transperçant l'armée des titans.
Alors qu'il s'approche d'Eren, celui-ci bloque aisément l'attaque en les qualifiant de vulgaires astuces. Avant qu'il puisse se reprendre, Jin saute au-dessus de lui, concentre son aura pour former une immense main d'ombre qu'il utilise pour écraser le roi titan au sol. Mais en se relevant, ce dernier applaudit la puissance de Jin Woo. Il ne pensait pas qu'un tel talent serait présent sur une si petite planète du fin fond de l'univers. Cependant, le fait que Jin doive utiliser du mana pour exploiter toute l'étendue de sa puissance prouve à quel point sa race est sous-développée. Le titan originel explique que sa race doit réduire sa taille pour pouvoir se battre à pleine puissance, ce que seuls les plus élites peuvent faire, lui y compris. Il dit à Jin de supplier pour obtenir le pardon, mais pendant qu'Eren parle, l'épée de Bélion lui tranche la tête nette alors qu'il chevauche un dragon. Il demande à Jin s'il était en train de discuter avec ce type, ce que Jin nie en disant qu'ils ont l'air plutôt arrogants, et dit à Bélion d'être prudent avec eux. Bélion lui répond de lui laisser ça et fonce à pied à travers l'armée. Dans la salle de réunion, Harrison hoche la tête alors que le président demande s'ils ont découvert qui est cet homme. Il reconnaît que Jin a affronté ces monstres comme si de rien n'était et que cela ressemble à un film dans la vraie vie. Il demande si personne dans les services de renseignement n'a réussi à découvrir son identité et un homme répond que, de manière réaliste, il pense que c'est impossible. Cet homme, révélé comme étant David Brennan, directeur de l'agence centrale de renseignement américaine, CIA, il propose d'enquêter sur son identité par une méthode irréaliste. Le président demande ce qu'il entend par là et David fait remarquer qu'il y a toujours eu cette personne qui leur a dit des vérités qu'ils n'auraient pas pu savoir autrement, par des moyens inexplicables. Quand il demande s'il parle bien d'elle, David confirme. Il s'agit de Norma Selner qui leur donnera la réponse, comme elle l'a toujours fait. Lors des préliminaires de la compétition nationale de demi-fond au niveau scolaire, Jin est avec le groupe et remarque un gars en train de s'échauffer. Un membre de son équipe, l'appelant Kim Chul, lui demande pourquoi il ne s'échauffe pas et Jin réalise que ce gars est acier. Le rouquin pense que l'équipe de Choi Tae-woong doit vraiment être en mauvaise posture et n'en revient pas qu'il ait inclus un élève de première année dans leur match. Il a entendu que Woo Sang-in fait une pause de plusieurs mois suite à des blessures. Mais ils sont devenus faibles au point de faire de ce gamin leur champion. Choi leur dit qu'ils vont sûrement rester bouche bée en voyant à quel point leur première année est douée, mais le rouquin réplique qu'au lieu d'améliorer ses capacités en course, il s'est juste amélioré en blague et ajoute qu'eux aussi ont un nouveau avec un niveau monstrueux qui a rejoint leur équipe. Il demande à Kim Chul de dire bonjour, une envie écrasante. Pourquoi ressent-il une envie soudaine de s'agenouiller devant un camarade qu'il n'a jamais vu auparavant et qui est pourtant du même âge que lui? Serait-ce de la peur? Soudain, Kim Chul hurle en disant « Sois pas ridicule », on lui demande ce qui lui arrive. Il explose en disant que tout va bien. Il n'y a aucune chance qu'il ait peur de quelqu'un qui a l'air aussi faible. Il demande à Jin ce qu'il regarde et s'il a quelque chose à dire, qu'ils aillent ailleurs. L'équipe de Jin Woo l'encourage et lui dit de bien se retenir et de ne pas le tuer, mais il répond que rien ne va se passer et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Derrière quelques marches, Kim le retient et lui demande si Jin le prend à la légère juste parce qu'ils portent tous les deux l'uniforme de demi-fond et se tiennent sur la même piste. Tout le monde est heureux de voir Acier, tandis que Bélion dit que si on le lui permet, il l'éduquera pour qu'il n'agisse plus jamais comme ça. Soudain, Kim se met à pleurer avant de tomber à genoux. Tremblant, il demande pourquoi. Jin commence à s'éloigner, sachant que puisque Kim vit comme un humain et non comme un de ses soldats, il n'a pas besoin d'être trop impliqué avec lui. Mais Kim l'interpelle, lui demandant d'attendre une minute et se demande si c'est ce que les gens appellent l'amour. Jin se retourne, se demandant quelle absurdité il va encore sortir. En claquant des doigts, un sentiment envahit Kim Chul alors que Jin lui dit qu'il a essayé de se battre contre lui, mais qu'il a découvert qu'il était le fils de l'ami d'un ami à un ami de son père, et a donc choisi d'oublier les émotions négatives qu'il ressentait envers Jin, et qu'à partir de maintenant, il vivra de manière plus bienveillante. En s'éloignant, il ajoute que, puisqu'il fait partie de ceux qui ont combattu pour protéger ce monde, il devrait en être fier. Kim Chul sort de sa transe et regarde autour de lui, l'air stupide, juste au moment où les préliminaires du collège vont commencer. En entrant dans une maison, David Brennan salue une femme et Norma Selner lui rend la salutation. En entrant, David remarque l'odeur de la nourriture et lui demande si elle était en train de manger. Mais en réalité, un invité est arrivé avant lui. David dit qu'il va aller droit au but et repartira ensuite, ce qui pousse Norma à lui rappeler qu'après que cette personne soit venue la voir, elle n'a plus été capable de voir quoi que ce soit. David comprend qu'elle parle encore de ce dieu de la mort, et Norma sourit en lui disant qu'elle va répondre aux questions qu'il s'apprête à poser. Elle dit oui à la première et non à la seconde. Il lui demande comment elle savait ce qu'il allait demander, et Norma répond en précisant sa pensée.
Il veut savoir comment elle sait ce qu'il va dire, même si elle ne peut plus voir l'avenir. Elle explique que les réponses qu'il cherche ont été pensées dans le passé et qu'elle s'est simplement référée à ce passé qu'elle a déjà vu pour lui répondre. Norma lui demande si elle peut continuer à lui répondre et confirme une autre question. Elle connaît bien l'identité de la personne qu'il cherche. Cependant, elle refuse de lui dire quoi que ce soit à son sujet. David lui reproche son irresponsabilité car cet homme pourrait représenter une menace pour le pays, mais elle lui répond que c'est justement pour cette raison qu'elle ne dira rien. Elle lui demande s'il a vu la vidéo. David confirme. Un simple humain face à des monstres féroces, et pourtant, il ne s'est jamais incliné. Même si son pouvoir est immense et effrayant, il a bel et bien sauvé l'humanité. Sellner lui demande s'il croirait que ce n'est pas la première fois qu'une telle chose s'est produite, ce qui choque David. Il demande si elle veut dire que l'humanité a affronté la peur de la destruction plusieurs fois sans même le savoir. Peut-être que cet homme est bien ce qu'elle décrit. En sortant, il lui demande si elle peut garantir que l'homme dans la vidéo n'est pas dangereux, ce qu'elle garantit. Très bien, David dit qu'il va faire comme s'il n'avait jamais entendu dire qu'elle le connaissait, mais elle lui dit d'attendre, car elle a fait des cookies. En se retournant et en tapotant la tête de l'enfant, il lui dit qu'il repassera. Un homme dit qu'il n'aime pas David et lui demande si elle veut qu'il lui donne une leçon. Elle demande à Thomas André si sa licence ne sera pas retirée s'il cause encore un problème en dehors du ring. Mais voulant dire autre chose, il lui fait remarquer qu'il y a sûrement eu beaucoup de morts dans des accidents, surtout des accidents de la route. Mais lui a survécu sans jamais avoir d'accident, grâce à la prophétie de Norma, et lui demande pourquoi elle l'a sauvé. Elle répond qu'il a fait beaucoup de bonnes actions dans sa vie antérieure, ce qu'il remet en question, le démon de l'UFC, Thomas André, celui qu'on appelle le démon. Il demande ce que le gars dans la vidéo a bien pu faire pour que David Brennan vienne lui rendre visite, et Norma sourit en disant « Il a sauvé le monde ». Thomas pense qu'il y a des moments où il ne sait pas si elle plaisante ou si elle dit la vérité, et il demande ce que le héros est en train de faire maintenant. Elle répond « Je me le demande, peut-être qu'il profite de sa jeunesse quelque part ». Et cette histoire parallèle continue, abonne-toi pour la suite.